Je vous fais une vidéo pour répondre une fois de plus à des attaques qui me sont adressées. Ici, deux personnes qui font des commentaires très négatifs. Vous voyez, Rémi Daillé, l'Opus Dei, Gladio, Edoui Pellet, Jean Lassalle, tant qu'à faire. Et puis une belle ordure. Alors on va aller voir ces liens et je vais les commenter. Allons-y. Alors, ici une photo sur laquelle je ne suis pas, puisque je n'étais pas dans ces groupes, je l'ai déjà dit. On ne me retrouve nulle part là-dedans. Pierre Claret, porte-parole de la résistance, Jean Lassalle avec ce dernier. Où ça? Allons-y. Voilà, alors où est-ce que je serai sur cette photo? On ne me voit pas. C'est une photo qui date sans doute de la Croatie, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas là. Alors, Pierre Claret, oui, c'est un ami à moi. On a été au Modem ensemble, très sympa, garçon très sympa, qui finalement a préféré choisir de suivre Jean Lassalle après que j'ai quitté le Modem. Bon, je vois pas le problème, c'est son choix, pas de problème. Oui, ça, effectivement. J'ai pas eu ce message, ça me dit rien. Mais c'est possible. Donc, lui, il voulait le numéro d'Alex Zemmour, c'est possible. Quel est le problème? Je vois pas. Ok. Bon. Ensuite. Donc, bon, ça c'est faux. Donc, comme vous le savez, il n'y a pas de dossier terroriste puisque j'ai des demi-heures de cause. Donc, ça fait partie de la... C'est Radio France, vous voyez. Donc, nos dissidents, ils vont chercher Radio France, ce qui est assez formidable. Radio France est complètement entre les mains du système, évidemment. Radio officielle d'État, aux mains du gouvernement. Enlèvement de la petite Mia, donc j'ai déjà répondu à ça. Il n'y a pas enlèvement de la petite Mia, puisque l'enlèvement, c'est qualifié, et que nous sommes accusés d'une restitution. Il n'y a pas d'enlèvement. Donc ça, voilà. Ça, donc, on n'en parle plus, puisque le PNAT, le Parquet national antiterroriste, me dégage de cela. S'il y a encore des gens pour véhiculer ce genre de choses, ce sont des gens qui appartiennent au système. Ils ont besoin. Il faut s'intéresser à qui vous envoie ce genre de choses. Regardez qui vous envoie et vous saurez que ces gens-là, eh bien, ils sont peut-être des gens qui travaillent pour l'adversaire. Voilà, Jean Lassalle, Jean Lassalle, il a la vie qu'il veut et qu'il veut bien. Bon, moi je n'ai pas de relation directe avec Jean Lassalle depuis très longtemps. J'ai eu quelques échanges avec lui jadis, il y a plus de 10 ans. Voilà, Rémi Daillé tout à gauche. Non, ça c'est pas moi, vous voyez, pas du tout. Pas du tout. On dit brigade, pas birgade. Alors je vous montrais une photo de moi à l'époque. Voilà, retour de Croatie, j'avais cette tête-là, vous voyez. J'ai rencontré le président Stipe Mesic à Paris. Et c'est pas tout à fait la même tête. Ça n'a même strictement rien à voir. D'accord. Ça me paraît très clair. Ok. Vous voulez une autre photo? Voilà une autre photo prise à Novogradiška quand je faisais partie de la brigade des Tigres. 1992, on voyait cette tête-là. Rien à voir avec l'autre. Voilà. Après, on est physionomiste ou on n'est pas. Et puis, autre question, il n'y a pas quelqu'un parmi ces gens-là qui pourrait dire oui, Rémi Daillé est avec nous? Ils sont tous morts, ces gens-là? Faites vos enquêtes. Si quelqu'un dit que j'étais avec lui, on parlera ensemble. Moi, j'en ai croisé aucun de ceux-là, puisque j'étais dans l'armée régulière, j'étais pas dans des groupes de ce type. L'armée régulière croate. Alors, je ne sais pas qui sont ces gens, en fait. Je ne leur jette pas la pierre, je ne sais pas du tout. C'était peut-être un groupe qui a travaillé. Je vois un paysage plus méditerranéen, nous on était plus au nord. Je pense que ça, c'est davantage sur la côte d'Almat, ou peut-être en Bosnie-Herzégovine. À voir. Bref, on passe. Donc ça, c'était l'UD, on n'en parle plus. Rémi Daillé, un politicien centriste véreux. Pas du tout. Pas du tout. Il n'a jamais été véreux. Mon père est absolument irréprochable. Les gens qui disent ça sont des petits salopards, sans aucune espèce de morale. Et aux sectes d'extrême droite. L'Opus Dei n'est pas une secte. La secte Moon encore moins, ça c'est un vieux truc qui est sorti dans les années 80, c'était la presse de gauche qui prétendait ça, qui a prétendu ça. Finalement, ça a fait flop parce qu'il y avait absolument aucun élément. Mon père n'avait pas de lien ni de conflit d'intérêt avec la secte Moon, évidemment pas. Et ça continue d'être répertorié par des gens qui n'ont aucune culture et qui ont besoin d'aller chercher n'importe quoi, n'importe où. Bon, secte Moon, aucun rapport, il n'y a jamais aucun rapport entre mon père et la secte Moon. Opus Dei, mon père, il a été la seule relation qu'il a eu avec l'Opus Dei, à ma connaissance. Mon père, quand il était jeune, il a traduit des documents pour le fondateur de l'Opus Dei, dont j'ai plus le nom en tête, organisation qui est
beaucoup plus respectable que vous ne le dites, que vous ne le prétendez. C'est pas une secte d'extrême droite, l'Opus Dei, c'est une organisation catholique qui, à ma connaissance, n'est pas ce que vous prétendez être. Donc il a traduit des documents pour eux sans en faire partie. Voilà, quand il était jeune, parce que mon père, il a été traducteur dans sa jeunesse, quand il a 19-20 ans, il a travaillé, il a fait des traductions, il était alité, il souffrait pas mal, et pour vivre, eh bien, il faisait des traductions, il en a fait pour beaucoup de gens, et notamment pour ces personnes. Il a aussi traduit un film qui s'appelait Marcelo Panivino, me semble-t-il, un film espagnol. Il a traduit le texte pour la version française, et qui racontait l'histoire d'un petit garçon recueilli par des religieux. Voilà. Après ça, mon père a-t-il eu des relations plus avancées avec l'Opus Dei? Je l'ignore. C'est sa vie, et il fait ce qu'il veut, il a fait ce qu'il voulait. On peut avoir des relations avec des tas de gens, hein, si vous voulez. Moi, je pourrais correspondre avec n'importe lequel d'entre vous, ça ne m'engage pas. Ça m'est arrivé de répondre à des gens parmi vous, qui aujourd'hui me diffamaient. D'ailleurs, je suis allé, je crois, voir celui qui vous envoie, et qui n'a pas supporté que je refuse qu'il me tutoie d'emblée. Je pense que c'est de ce jour-là qu'il a été très vexé et qu'il s'emploie à m'attaquer, en vain, hein, il perd son temps. Mais c'est pas parce que je rencontre des gens que ces gens me qualifient et permettent de m'identifier. Parce qu'on rencontre des tas de gens et ça ne veut rien dire, hein. Vous rencontrez des tas de gens dans votre ville, dans votre village, dans votre carrière professionnelle, dans votre vie politique. C'est pas pour autant que vous êtes assimilable à ces personnes. Donc ancien député UDF de la Manche, ensuite il était, pas seulement UDF, il a été ensuite majorité présidentielle avec Mitterrand, hélas, je n'étais pas tellement d'accord. Vice-président de l'Internationale démocrate chrétienne, porte-parole de l'Opus Dei en France, pas du tout, il a jamais été porte-parole de l'Opus Dei en France. Jamais. C'est faux. A été mis en examen dans le cadre de l'affaire Atlani à Cherbourg. Alors pour ce que j'en sais, c'est possible. C'est possible, je sais qu'il y a une histoire comme ça, et je me souviens très bien d'un ami qui lui disait de ne pas se mêler de ce monsieur, cet affairiste, monsieur Atlani, qui semblait très généreux et qui effectivement l'a aidé, qui a aidé mon père. Peut-être il attendait de lui un retour, mais il ne l'a jamais obtenu. Je crois que, enfin, je ne pense pas me tromper en disant que mon père, en tout cas, n'a pas été condamné dans cette affaire, et il a peut-être agi par naïveté. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à l'époque, parce qu'il y avait un plateau de télévision FR3, et les gens étaient venus nous interroger à la maison. J'étais tout jeune à l'époque, hein, j'avais 14 ou 15 ans. Et on m'avait demandé quel est le défaut principal quel est le défaut de votre père, ou le défaut principal de votre père. C'est une question de journaliste. Et j'ai répondu à l'époque, je crois qu'il est trop naïf, il croit trop ce qu'on lui raconte. Effectivement, mon père était assez débonnaire et croyait volontiers les gens, il était de bonne foi. Et donc, semble-t-il, ce monsieur lui a donné des sous, c'est même certain, hein, je suis sûr qu'il a donné des sous. C'est pour ça qu'il a été mis en examen. Bon, je suis allé voir sur le net, et effectivement, il a été condamné à 10 000 francs d'amende. Si je ne m'abuse, monsieur Atlani avait payé les frais de chauffeur à mon père. Mon père n'avait pas de chauffeur, comme il conduisait beaucoup entre la province et Paris, il conduisait tout seul dans sa voiture, il avait eu plusieurs accrochages et accidents, et donc maman trouvait que c'était pas mal que, effectivement, on lui paye un chauffeur, parce qu'il n'avait pas les moyens de se le payer lui-même. Voilà, donc il n'y voyait pas plus de mal que ça. Aujourd'hui, effectivement, on judiciarise tout, et le fait de vous faire offrir un chauffeur, c'est très très grave, et que c'est considéré comme de l'abus de bien social. Bon, moi je pense que si on était dans un état sérieux, on permettrait à des sociétés ou à des privés de payer le chauffeur d'un homme politique qu'on soutient. Moi je vois pas quel est vraiment le problème. Enfin bon, la loi ne le permettait pas, et bien sûr, ça permet à des gens comme vous d'en faire toute une affaire. Bon, je crois qu'on est quand même très loin des vrais grands délits auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, les empoisonnements publics, la pédocriminalité ou choses comme ça. Mais si vous avez besoin de vous faire plaisir avec ce genre de petite affaire, bah faites-le. En tout cas, il s'avère clairement que mon père n'a jamais été condamné pour des affaires graves. Et donc, ça n'est pas un politicien véreux, loin s'en faut. Et du scandale d'Air Outre-mer, une compagnie d'aviation basée à La Réunion. Ça ne me dit strictement rien. Alors, source Réseau Voltaire, allons voir ce que dit Réseau Voltaire. Alors, on va taper Daillé. Où est-ce que Messiaen dirait ça? Ben voilà, j'en parlerai avec Messiaen, et je lui poserai la question. Hein, parce que là, il dit des grosses bêtises. D'ailleurs, il s'est trompé à mon sujet aussi, puisqu'il prétendait que moi, j'aurais fait partie des filières d'extrême droite qui m'auraient permis de rejoindre la Croatie, alors que j'y suis allé de mon propre chef et absolument sans personne. Et d'ailleurs, je ne connaissais personne en Croatie, je ne connaissais personne en France qui aurait pu
me conduire en Croatie. Je vivais à l'époque dans le sud-est, en Provence. Je n'avais aucun lien, il n'y avait pas d'internet à l'époque, je n'avais aucun lien avec la Croatie. J'en avais les nouvelles, simplement, à la radio et à la télévision, et j'étais écœuré de l'inaction de la France, donc je suis allé là-bas avec mon frère, nous avons pris une voiture, et nous sommes partis tout droit en direction de la Croatie, sans aucun lien à aucune espèce de filière ni organisation que ce soit. C'est après que nous avons été contactés par des gens, à Zagreb, des politiques qui voulaient nous rencontrer, que nous avons une certaine notoriété, que la presse s'en est mêlée, mais nous n'avons jamais eu de contact avec aucune de ces filières en Croatie. Je sais qu'il y a eu des groupes que je ne jugerai pas, il y a eu des gens qui ont défendu des idéaux nationalistes, qui ont défendu la Croatie. Moi, de mon côté, je préférais être au sein de la garde nationale, qui était la garde régulière. Ça évitait de se trouver dans les groupes, effectivement, on pouvait être embarqué dans des affaires un peu fâcheuses. Donc là, on était encadré par des militaires, par les anciens militaires, enfin, par les militaires de la nouvelle armée croate, anciens militaires de l'armée yougoslave, puisque la Yougoslavie s'était démantelée. Donc l'encadrement, c'était des militaires réguliers, si vous voulez, de l'armée régulière, en cours de retransformation en une armée nationale croate. Donc c'était les troupes régulières. Il n'y avait pas de filière ici. Donc Messant s'est complètement planté. Mais c'était l'époque où, je vous le rappelle, Messant était encore de gauche. Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, Thierry Messant dirait autre chose. Il dirait très clairement la vérité, à savoir que je ne suis allé par le biais d'aucune espèce de filière. Donc on lui posera la question, et on verra ce qu'il répondra. On verra s'il maintiendra que j'y suis allé par le biais de filières. Encore une fois, je ne connaissais personne en France, strictement personne qui eût pu me mettre en lien avec la Croatie. J'ai pris la route, on a pris une carte, on a pris la route directement l'Italie, puis la Slovénie, puis la Croatie, sans contacter personne en France. Voilà. Donc que Thierry Messant nous réponde sur ce point. Moi, je vous promets qu'il vous dira ce qu'il sait, à savoir qu'effectivement, il n'en a aucune preuve formelle. Je salue au passage Thierry Messant, qui fait un très bon travail, et j'écoute ce qu'il fait depuis plusieurs mois. Depuis que je suis sorti de prison, j'écoute tout ce qu'il fait avec beaucoup d'attention, et c'est toujours très soigné, il est toujours très prudent, il est équilibré, il a beaucoup d'informations à livrer, et bien évidemment, il a beaucoup changé dans sa vision des choses. Ce qu'il considérait être jadis l'extrême droite lui paraît un camp sans doute beaucoup plus fréquentable, et cela se voit très bien dans le cas de l'Ukraine et de la Russie. Il a compris effectivement que cette fois-ci, la véritable extrême droite dangereuse se trouvait du côté de l'Ukraine et non pas de la Russie, et donc il a parfaitement compris le changement. C'est assez intéressant aussi de voir que ces gens, ils font toute confiance à ce qu'ils trouvent sur Internet, sans creuser plus loin. Donc c'est voir leur degré de naïveté et d'innocence. Ils croient tout ce qu'ils lisent, en fait, pourvu que ça convienne à leur théorie fumeuse. Donc pour cerner Rémi Day, il faut d'abord s'intéresser à son père, tant qu'à faire. Ah bah oui, non, je suis désolé. On ne cerne pas l'individu en cernant son père, ou sa mère, ou sa grand-mère, ou son voisin, ou son boulanger. Jean-Marie Daillet, celui-ci est cité par de nombreuses sources, l'Opus Dei, de Thierry Berlier, Réseau Voltaire, comme ayant été le porte-parole de l'Opus Dei. C'est faux, donc je l'ai dit. Hein. Donc cliquons ici. Ah, le lien ne marche pas. Pas. Ça. On revient sur le même article. Ok, donc je ne connais pas cette théorie. Une contre-église infiltrée dans le Vatican, c'est faux. C'est une pro-église. Et justement, qui a, je pense, prend plutôt ses distances vis-à-vis de Vatican. Je pense. Vous ayez lié aussi à Valéry Giscard d'Estaing, son père Edmond. Bon, bah vous regarderez l'histoire de l'Opus Dei, hein. Je vais pas vous faire un cours aujourd'hui, d'ailleurs je ne suis pas un spécialiste, voilà. Et alors, ensuite, Jean-Marie Daillet, oui c'est vrai que l'Opus Dei, elle s'est quand même opposée au communisme dans le monde entier, ça c'est certain, et notamment en Espagne, ouais. Jean-Marie Daillet s'est également fait remarquer ses prises de position en faveur de la secte Moon. Allons bon. Ah tiens, introuvable. Ah ça c'est embêtant. Bien sourcé tout ça. Hein. Il a peut-être dit un jour qu'il fallait, je ne sais pas, cesser de considérer que la secte Moon détenait tous les pouvoirs du monde. Je ne sais pas, ou qu'il faudrait peut-être aller regarder, avant de s'attaquer à la secte Moon, à d'autres sectes bureaucratiques qui contrôlent l'Occident. Et Dieu sait qu'il y en a. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la secte Moon, je ne suis pas un spécialiste de l'Opus Dei. Si ces questions vous intéressent, vous allez faire vos recherches par vous-même. En tout cas, je peux vous dire que
Les liens entre mon père, la secte Moon ou le Front National, je pense que vous trouverez pas grand-chose, en fait, pour tout vous dire. Jean-Marie Daillet a également été compromis dans le scandale immobilier de l'affaire Atlani, puisqu'il a reçu à cette époque des pots de vin d'Alain Atlani, mafieux juif. Bon, ça fait une phrase un peu compliquée. Alors d'abord, compromis, c'est compromis définitivement, c'est-à-dire qu'on est complètement grillé. Ce qui est fou, il n'a jamais été compromis. Il a été inquiété à cause de l'affaire dont nous avons parlé déjà, donc c'est un retour sur ce qui a déjà été dit plus haut. Quant à l'assertion mafieux juif, elle vous appartient. L'ascension du palais de justice, comme M. Varro du Paris a fait allusion au chèque que son client M. Atlani a adressé en 86-88 M. Jean-Marie Daillet, ex-député UDC Saint-Lô. Lui Stirn, ministre du Tourisme, ancien député socialiste, a mangé des petites sommes de l'ordre de 40 000 à 50 000 francs, d'ailleurs couvertes par Amnesty. Claire est l'avocat qui estime que le gouvernement va faire du passif. Très bien, donc nous avons vu ce qu'il en était. Je vous signale au passage que s'il avait été compromis, il serait difficile d'expliquer comment il a pu continuer sa carrière. Et il a continué sa carrière sans aucun problème, il était réélu par ses électeurs. Preuve s'il en est qu'il n'est pas considéré comme un abominable individu compromis, comme vous le dites, avec des mafieux. Et puis, finalement, Mitterrand l'a nommé ambassadeur en Bulgarie. De même, est-ce qu'on va nommer à la tête d'une ambassade, c'est-à-dire au devant de tout un pays, ami, quelqu'un qui serait terriblement compromis? Ou de mafieux, bien sûr. Voilà. Le Monde, ouais, jolie source. C'est vrai que le père Daillet magouille avec le mafieux juif. Tant qu'à faire. Que le mafieux juif, de manière détournée, non. Oui, écoutez, vous avez le droit de le croire. Hein. Diffamer, il en restera toujours quelque chose chez les sots et les niais. Chez les gens qui croient n'importe quoi. Mon père, il est allé en Israël, mon père, à l'époque où il était parlementaire, il est allé en Russie, il est allé un peu partout dans le monde. Il est revenu d'Israël, très critique d'ailleurs. Il disait que, selon lui, Israël à l'époque était déjà une dictature. Donc l'expression magouille avec des mafieux juifs, bref, je ne vais pas m'attarder sur ce genre d'assertion, ça n'a pas grand intérêt, c'est pas très factuel tout ça. Le nombre d'opposants et de dissidents ont été contraints à l'exil, pas mieux. J'aimerais avoir votre avis sur la position, par exemple, de notes de 1 10, très mauvais, excellent, sur ce que vous pensez des actions de Soral, Lelay, Rissen, pour ça, de Vincent Renoir. Si votre choix, je vous en remercie par avance. Oui. C'est vrai. Oui, j'ai pensé, je crois qu'il est intéressant, quand les gens rentrent dans un mouvement, de savoir ce qu'ils pensent de ces personnes. Ils y sont favorables, ça me permet de savoir si ce sont des opposants sérieux ou si ce sont des opposants pas très sérieux. Voilà. Durant le débat sur la loi, alors quelle est la source ici? Ah, encore un truc qui n'existe pas, c'est pas très sourcé tout ça, hein. Pas très sérieux comme papier. Durant le débat sur la veille, du nom de la ministre UDF Simone Veil, légalisant l'avortement, oui. L'infanticide en France sous le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, Jean-Marie Daillet semble avoir joué une partition digne d'un véritable agent provocateur. Voyons, c'était l'un des seuls à s'opposer à Simone Veil. Et ça lui a coûté d'ailleurs très cher, ça lui a coûté sa carrière. Donc vous dites ce qui vous arrange. Apparent opposant au projet d'infanticide massif de cette loi, c'est pas apparent, c'est qu'il était absolument, il l'est toujours. Il a toujours été opposant. Il n'a pas du tout marqué des buts contre son camp, pas du tout. Au contraire, il a défendu son camp de manière digne, tandis que Madame Simone Veil s'est compromise en disant des choses abominables sur les opposants à cette nouvelle loi. Elle s'est comportée de manière assez ignoble, il faut bien le dire. Et à tel point que quand je l'ai croisée une fois dans une réunion de l'UDF où je suis allé, ça m'est arrivé 2-3 fois d'aller avec mon père à des universités d'été. Je l'ai vue, cette dame, je ne lui ai même pas croisé la main, j'ai refusé de croiser la main, de lui serrer la main, et elle s'est détournée, évidemment. J'étais tout jeune, j'avais une quinzaine d'années. Donc non, il s'est bel et bien battu contre l'avortement, il l'a fait toute sa vie, voilà, et ça lui a coûté cher, je le répète, parce que Simone Veil en a beaucoup voulu, ainsi que tous les plans des avorteurs, et ainsi que des gens comme vous, qui prétendaient qu'il aurait été un agent de la partie adverse. De conseil avec le franc-maçon notoire Jacques Médecin ou encore Hector Bolland, ils déclencheront plusieurs polémiques sur l'antisémitisme et les déclarations. Bon, ça c'est la bouillie pour chat, ça n'a aucun intérêt. Tu vas ainsi de victimiser la soi-disant capée de la Shoah, Simone Veil faisant ainsi gagner des soutiens à son procès de loi génocide. Voyons, oui, bien sûr, oui, puis De Gaulle aussi, il a beaucoup aidé le Troisième Reich, parce qu'il a permis de victimiser le Troisième Reich avec ses activités, on peut dire ça, et puis on peut dire des tas de choses comme ça. Quand vous existez, eh bien vous soutenez votre adversaire puisque vous lui donnez une raison d'être. Et puis en s'attaquant à Netanyahou et à sa bande de criminels tueurs de petits-enfants, on le victimise aussi. On renforce le clan de Netanyahou et des ultrasionistes. On peut tout dire, on peut dire ce genre de conneries, on peut en débiter des kilomètres.
Le reste, puis à venir, Hector Roland reproche à Simone Veil à escaper les camps de la mort le choix d'un génocide. Oui. Jean-Marie Daillet évoque les embryons jetés au four crématoire. Oui. Jacques Médecin parle, et c'est tout à fait exact, puisque les embryons étaient bel et bien, je ne sais pas si c'est encore le cas, jetés dans les fours crématoires. Et je vous rappelle qu'à l'époque, on ne savait pas. On ne savait pas encore. On regarderait bien les débats avec le journal officiel. On ne savait pas que Simone Veil était une rescapée des camps de la mort, comme elle le disait. Elle ne l'avait pas dit, ça n'était pas public. Mon père ne le savait pas, et ses députés ne le savaient pas non plus. Voilà. Et de fait, il était juste et pertinent de dire que l'avortement était un génocide et un holocauste, oui, on pouvait le dire, mais on ignorait, encore une fois, que cette dame en faisait partie, elle l'avait bien caché. Et certains sont servis, pas elle de manière outrancière, j'ai pas eu connaissance, elle était capable de beaucoup, mais je ne crois pas qu'elle ait dit à l'Assemblée nationale, messieurs, je suis juive et j'ai échappé au camp de la mort et vous osez me dire que ceci, cela. Je crois pas qu'elle ait fait ce genre de discours, parce qu'à l'époque, on était un peu plus retenu que les gens qui parlent comme ça. Donc oui, il a dénoncé l'avortement. C'est quand même très clair. Hein. Si vous trouvez que ça, c'est un moyen de soutenir l'avortement, je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'était une opposition extrêmement claire. Source, l'humanité maintenant. Ben, bravo. Je vous félicite, de plus en mieux. En outre, Rémi déclare lui-même sur le site que son père a été sollicité à l'époque pour être dirigeant de l'ECRA. Oui, c'est vrai. Une fois, l'ECRA lui a demandé et il a refusé. Voilà. C'est exact. Alors... Mon père a traduit un manuel de magie noire. Alors mon père, il a traduit, oui, plein de livres. Effectivement, ça j'ai répondu. Effectivement, c'est vrai. J'ai répondu déjà, ça je m'en souviens. Il est possible qu'il ait traduit ce livre, mais encore une fois, il a traduit beaucoup de livres. J'ai déjà répondu à cette crétinerie. Quand vous êtes traducteur, vous faites le travail qu'on vous propose. Parce que vous avez faim, vous mangez, vous avez besoin de manger, donc vous prenez les textes qu'on vous envoie et vous les faites. Et vous choisissez pas, vous dites pas à votre éditeur, non, moi celui-là, je vais pas le traduire, parce que sinon vous n'aurez plus de travail. C'était en 1961. Voilà, je vais m'énerver comme Alexis Cossette le fait parfois, là. Bande de crétins, alors? Bah oui, effectivement, il peut avoir traduit des tas de choses. Et alors, et pourquoi pas un manuel de magie noire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Est-ce que ça vous engage de traduire ce livre? Je pourrais traduire, je sais pas, les mémoires de Klaus Schwab. Bon, j'en ai pas besoin, enfin, ça m'intéresserait pas des masses, mais pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est le traducteur, la traduction ça peut être très utile, qu'on sache ce que raconte Klaus Schwab, ou ce que racontent ces gens-là. Pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont dans la tête, il faut quand même les traduire, les comprendre. Non mais ça vous pose un problème. Vous voyez la pudibonderie de ces gens, c'est le fin fond de la bourgeoisie de province là, qui a besoin c'est les sorcières de Salem. Hein. Vous voyez, oh là là, la magie noire, c'est affreux, c'est abominable. On retombe sur des vieux réflexes grégaires, des peurs ancestrales. Et voilà, vous voyez le niveau un peu, c'est consternant quand même. Vous voyez le cousin d'Edoui Plenel. Oui, et alors? Le Mediapart, projet service d'enseignement français et américain. Edoui Plenel, c'est Edoui Plenel. Et sur le plan politique, c'est un adversaire. D'accord? Voilà. Voilà, tout à fait, très juste. Oui, tout à fait, c'est exact. Alphonse Plenel est notre ancêtre commun. Et alors, quel est le problème? Si je vais chercher dans vos ancêtres à vous, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver des égorgeurs au XIIe siècle, hein. Je vais peut-être trouver des pédocriminels par douzaines. Je peux trouver des tas de gens dans vos ancêtres. Hein. Et chez vos cousins, vous êtes sûr de tous vos cousins, vous? Moi, j'ai un cousin qui est artisan dans le sud-est, j'ai une cousine qui a été patronne des archives de France, j'ai un cousin qui est sous-préfet, j'ai un cousin qui travaille à l'INSEE, j'ai un cousin qui est jardinier à la mairie de Paris. Bon, vous voyez, j'ai beaucoup de cousins, je ne suis pas responsable de leur destin ni de leur naissance, figurez-vous. Voilà, bon, des vidéos qui ont sauté encore. En matière d'investigation, il ne fait rien d'autre que de recopier les fiches de renseignements généraux et reprendre les matériaux que ces policiers le dit régulièrement. Il va alors c'est en train de misser à l'intérieur. Je ne sais pas de qui vous parlez, si vous parlez de Plenel, c'est votre problème, hein, c'est pas le mien. CIA le trotskisme. On va me mettre sur le dos la CIA le trotskisme d'Edoui Plenel. Vous êtes formidable. Et puis Al-Qaïda et la CIA. Bah oui, alors Moon, Al-Qaïda, la CIA. Il n'y a pas de problème, le KGB aussi, vous avez oublié. Il a été combattant volontaire durant la guerre en Croatie dans la brigade d'Orio. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai jamais été dans cette brigade. Voilà, dans la garde nationale. Et non pas dans ces groupes-là. Voilà, c'est faux. Mais d'ailleurs, clairement identifiable à côté de la barbouze mystique, Michel Fassi. Ben non, il n'est pas clairement identifiable comme je vous l'ai montré.
J'ai essayé dessus, c'est les vidéos, c'est les autres, les deux prises, je regarde, d'ailleurs, se vante un peu partout d'y avoir pris part, je ne me vante pas un peu partout d'avoir pris part à la guerre en Croatie, quand on me pose la question, je le dis, c'est tout. Il ne précise pas qu'il était dans le bataillon néo-nazi, bah c'est faux. Si je l'avais fait, je l'aurais dit. L'exaction que j'aurais commise à cette époque sur les civils, bande de salopards, mais comment on peut dire les choses pareilles? Vous êtes vraiment d'immondes crapus, là, franchement, mais on arrive à dire des choses pareilles. Sans foi ni loi. Bon, donc, on va baisser le son. Donc, où est-ce que je serai là-dedans? Je vais retrouver cette image où on voit ce monsieur en gros plan. Renseignez-vous un petit peu mieux hein, avant de balancer les trucs comme ça. Vous êtes grotesque, quoi. Demain, j'aurai accompagné les Waffen-SS en Ukraine aussi, hein, tant que vous y êtes. D'accord. Donc, vous avez balancé une vidéo qui est sans lien avec mon aventure. Ok? Et là, où est-ce que je serai? Où est-ce qu'on me voit? Ça, c'est dans les... Ça, c'est la côte adriatique, ça. Je me suis jamais battu là. Ah bah oui, allons-y. On se croirait sur l'eBay, hein. Enfin, si, bah, je connais pas. C'est votre problème, c'est pas le mien. Cultisme... D'accord, c'est votre problème, toujours. Aucun rapport avec moi, tout ça. Ça n'a aucun rapport. Résistance, je l'ai jamais fréquenté. Je connais pas. Ce genre de papier, c'est encore pire que ce que fait BFM, Libé ou Le Monde. Vous êtes encore pire qu'eux. Parce qu'au moins, ils ont un peu de retenue, ils vont un tout petit peu fouiller les choses et regarder, ils ont un peu de prudence. Mais vous, aucune prudence. Vous êtes pire qu'eux, en fait. Et je préfère encore que ce soit eux qui soient aux manettes des médias que vous. Vous êtes vraiment des gens, mais sans foi ni loi, sans culture. Vous êtes d'une médiocrité, d'une bassesse. Vous faites un gloubi-boulga de n'importe quoi que vous allez chercher pour justifier votre jalousie et vos attaques débiles. Et les gens qui croient ce genre de torchons ne peuvent pas être considérés comme des gens intelligents. C'est pas possible. On n'a pas affaire à des gens intelligents. Ah oui, la garde nationale, c'est pas des milices. Il fallait vous mettre d'accord. Si je travaillais, enfin si je combattais dans la garde nationale croate, je ne combattais pas dans ces milices. A fortiori, il faut choisir. Bon. La résistance est un mouvement qui militait pour l'Union nationale. Tous les mouvements, blablabla. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas. Black metal, le satanisme, c'est pas du tout mon truc. Bon, ok, quoi d'autre? Vous essayez de meubler votre article avec beaucoup de choses qui n'ont aucun rapport avec moi. Hein. Alors, Claré, on en a parlé. Voilà. France Bleu, ouais, très bien. Lui, il défend Jean Lassalle. C'est pas très compatible tout ça, entre les néo-nazis, Jean Lassalle, tout ça, c'est un peu compliqué votre affaire. Bon, ça, on l'a vu, hein, on a répondu. Voilà, bon, bah, c'est un vieux copain, Pierre Claret. Il était encadré dans sa tentative de push par un certain Pierre Claret, c'est faux, puisque nous ne voyons plus avec Pierre Claret depuis 2008, où j'ai déménagé, on se voit plus, puisqu'il est resté dans le sud-ouest, et moi je suis parti. Donc on se voit plus depuis très très longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On va savoir ce qu'il devient d'ailleurs. Mais allez lui poser la question. Vous l'appelez, vous lui demandez s'il était avec moi au moment où j'ai eu cette idée de lancer le renversement du gouvernement. Donc lui, il a pris le chemin de Jean Lassalle. Il a quitté Bayrou, un peu après moi, et puis il a rejoint Jean Lassalle. Bon, bah, c'est son idée. En tout cas, il n'a aucun lien avec moi depuis cette époque, et en aucun cas, il n'a de rapport avec mon projet actuel. Il confie aujourd'hui France Info avoir lancé d'ailleurs en politique en prétextant une demande d'entretien avec son père avant de devenir son conseiller. Il a rejoint le Parti communiste, c'est vite dit, il n'a rien lancé du tout. C'est moi qui ai décidé d'y aller, mais c'est lui qui m'a suggéré d'y aller, effectivement. Il m'a suggéré d'aller en politique, on a parlé ensemble, et j'ai décidé effectivement d'y aller, mais il m'a pas lancé à proprement parler, il m'a pas poussé en avant comme un mécène, si vous voulez, qui m'aurait donné de l'argent, et qui m'aurait essayé de me placer, etc. Pas du tout. Hein, faut pas confondre les choses. Il a rejoint un temps les partis de France Info, c'est vrai, dans les années 2000. C'est pas précis ça, faut être plus précis que ça, c'est en 2007. À l'époque, Rémi quitte dans la domaine, c'est faux, parce que j'étais déjà à Toulouse, avec de nombreux enfants, ils vivotent, racontent un Marguerite qui connaît depuis une vingtaine d'années. Non, c'est faux, j'ai rencontré Pierre Claret en 2000, vers 2000-2001, près de Toulouse, et on s'est lancé en politique en 2007-2008.
Donc c'est faux. Il se lance en commerce de savon de parfum sur Internet. Mais c'était avant ça. Avant que je quitte la Provence et jusqu'à ce que je quitte la région toulousaine. J'ai fait ça, j'avais mon entreprise. Entreprise qui d'ailleurs héritait d'une tradition qui remontait à 1830, une tradition familiale. Vous voyez que la formule est encore destinée à diminuer la portée de mon activité. Jusqu'à ce que Pierre Claret, aujourd'hui porte-parole du candidat présidentiel de service à comme j'ai toujours été centré, je trouve intéressant qu'il me présente son père député, pourquoi pas François Bayrou. Oui, c'est vrai. Raconte-t-il, j'ai essayé une investigation de France. Au bout d'un mois, il m'a dit tout compte fait, moi aussi j'ai envie de m'intéresser à la politique, je pars donc avec toi voir François Bayrou. Oui. On ne l'a jamais rencontré, en tout cas pas ensemble. On s'est adressé tout simplement à la section locale, toulousaine, du mouvement démocrate qui démarrait plus ou moins. C'est assez neuf tout ça. J'ai pas dit je pars avec toi, enfin, moi je n'ai pas dit ça. Peut-être qu'il se souvient ça, mais nous, c'est peut-être France Info aussi qui l'a mal traduit, mais nous partons ensemble dans l'aventure et on va voir du côté du mouvement démocrate. Puisque il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à y faire. Comme il n'avait aucune formation, je propose à Rémi de devenir son conseiller pour suivre Pierre Claret. Bon, c'est ce qu'il dit. Je crois que j'étais un peu plus formé que Pierre ne l'était, mais enfin bon, lui... En tout cas, la formation sur le plan des relations locales et dans la région toulousienne, etc., il connaissait beaucoup de gens, donc il voulait me montrer, enfin, les trucs, ce qu'il savait, son savoir-faire auprès des médias. Je voyais qu'il voulait faire quelque chose pour la France, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Bon, ok, c'est ce qu'il dit. L'attelage Claret d'ailleurs remporte une élection interne au Modem. En fait, c'est pas vrai, puisque pour ce qui est de... Enfin, c'est vrai que nous avons beaucoup ri, d'ailleurs, on a beaucoup partagé dans l'aventure de la conquête de la présidence du mouvement, mais au début, je me suis débrouillé tout seul pour être conseiller national. Là, il n'était pas très présent. C'est après qu'il s'est mis de la partie, quand je suis devenu conseiller, il commence à y croire. Donc, il m'a beaucoup aidé pour la présidence du mouvement que nous avons effectivement remporté ensemble. Et là, il devient le patron de la Fédération de Haute-Garonne, ce qui était toute une histoire. Contrairement à ce que Pierre Claret prétend, on peut supposer qu'il aura continué d'être le conseiller de Duret. Vous voyez, bah non. Non, puisqu'on ne se voyait plus depuis très longtemps. Et puis alors, Pierre Claret, lui, envisager le renversement du gouvernement, c'est pas du tout sa façon de faire et sa voie. Pour lui, il faut essayer de conquérir la vie politique par le biais des médias. C'est son grand cheminement. En aucun cas, il faudrait remettre en cause le système, puisque lui, il veut le conquérir de l'intérieur. Il ne croit pas du tout que je puisse parvenir à mes fins. Il ne croit pas au renversement. Peut-être qu'il a évolué depuis, mais à l'époque, en tout cas, hors de question. De toute façon, je n'ai pas eu l'occasion de lui en parler, puisque j'ai démarré, je vous rappelle, cette aventure en 2020, et que je ne le voyais plus depuis au moins... la dernière fois que j'ai dû le voir, je vous dis, c'est aux alentours de 2010-2011. Non, 2010, je pense, parce que 2011, déjà, j'étais parti à Paris pour y travailler, après avoir fait faillite. Et donc, c'était fini, on ne se voyait déjà plus. Alors peut-être qu'on s'est revus une fois ou deux quand je suis retourné dans le sud, bien sûr, mais en tout cas, notre aventure en commun était terminée. Voilà. Quand ça remet des journalistes, message audio d'Aïe nous demande de le mettre en contact avec Zemmour. Donc, non. À notre connaissance, Pierre Claret n'a pas été inquiété par les autorités à propos du lien qu'il entretenait avec Gérard. Bah oui, alors c'est un peu bizarre. Parce que s'il était avec moi dans l'affaire Azur, évidemment qu'il aurait été lui aussi mis en examen. Hein, on voyait bien que vous dites n'importe quoi. Les assassinats des journalistes Christian Letterman pour le trafic de milices extrême droite dont fait partie Rémy en Croatie. Eh ben oui, c'est encore mieux ça. Encore mieux. Voilà, j'ai assassiné les journalistes tant que j'y suis. Bien sûr. Et puis aussi, voilà, puis l'UNITA en Angola, etc. Et puis j'ai aussi abattu divers avions, je vous rappelle, au-dessus de la Libye, Lockerbie, là, voilà, l'attentat de Lockerbie, c'est moi, et puis aussi des tas de choses, la baie des cochons aussi à Cuba, c'est moi, ça n'a pas marché malheureusement. Voilà, et puis Barbarossa, c'est moi qui ai entièrement préparé l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique en 1943. Voilà. Et puis bien avant ça, j'ai fait encore d'autres choses. L'Angola, c'est formidable ça. L'UCK, j'ai pas vu le Ku Klux Klan, mais ça ne saurait tarder. Eduardo Rosa Flores, père principal assassin de Christian Württemberg, emportera avec lui ses secrets dans la tombe et visiblement exécuté par ses amis exécutés en Bolivie. Ok, c'est intéressant tout ça. Aucun rapport avec moi. Opportune d'Eduardo, etc., un membre de l'Opus Dei, qui emportera ce secret. Voilà, Opus Dei. Donc Daillé, voilà. Quand on voit que la débilité mentale on arrive à ce stade, on se dit que la pseudo-dissidence est mal barrée. Mais moi, je vous dis que la dissidence, elle est truffée d'agents du gouvernement, de débiles légers ou profonds, mais d'agents probablement, vous voyez, parce que pour balancer des choses comme ça, et faire une espèce de mélange, de melting pot de toutes sortes de rumeurs et de documents,
Voilà. Et puis Gaston Besson, filleul de Jean-Marie Le Pen, passé les milices extrême droite aux Black Blocs, entraînant aux dernières nouvelles les troupes néo-nazis pro-sionistes ukrainiennes d'Azov. Ah bon, je ne savais pas, intéressant. Alors nous voici maintenant un bataillon Azov. Bah oui, bien sûr, parce que je serai du côté d'Azov. Hein, voilà. Rémi Dailly, volontaire français en Croatie. Je précise que ceci n'est pas moi. Hein. Donc ça c'est un autre article. C'est pas, je pense pas que ce soit Gaston Besson, non. 11 jeunes volontaires bienvenus pour aider la Croatie en danger, victime de l'assaut. Je me souviens, ça c'était dans... Oui, c'est dans le Crapouillot, c'est ça. Donc là on parle de moi. Bon bah à aucun moment il n'est dit, dans l'article du Crapouillot, si je me souviens bien, que j'étais dans une quelconque milice. Voilà, très bel article. Irréprochable. Tous ces éléments pris en compte permettent de mieux comprendre avec suffisamment de recul ce qu'aurait été l'opération immédiate qui probablement s'en assure contre l'ingénierie sociale de l'État. Ah, à son insu. Attendez, vous dites que je suis un abominable nazi, que j'aurais éventuellement fait assassiner des gens, etc. Mais tout ça à mon insu. C'est pas très sérieux, là. Faut pas faire ces conclusions. Faut dire qu'il est un monstre abominable et un salopard, comme vous le prétendez. Il faut aller jusqu'au bout de votre logique. Pas tourner autour du pot. Aura contribué à une ingénierie sociale de l'État profond visant à criminaliser les dits complotistes. Ben, c'est vous qui les criminalisez. C'est vous qui dites que je suis un criminel. Ok, c'est vu pour ce lien. Ensuite, on va retomber sur les mêmes trucs, hein, c'est toujours un peu les mêmes... voilà. Okay, on retombe sur la même chose. Et là... Oui, bah, l'Obdi, voilà, bon. J'ai déjà répondu à tout ça, donc on va pas insister. Donc voilà ce qu'il faut répondre à ces gens. Et méfiez-vous de ces gens, parce que vous ne savez pas qui ils sont. Vous ne savez, d'abord, ils n'ont rien fait pour le pays, vous le savez. Rien, si ce n'est attaquer les vrais et authentiques dissidents. Ils n'apportent rien à la pensée générale. Et ça, c'est le grouillot des gens qui ne servent strictement à rien, certainement pas à la cause, et qui se contentent de spéculations abstraites, infamantes, qui n'infament qu'eux-mêmes, et dont tous les grands leaders et tous les gens de notre opposition nationale et internationale au système se trouvent affublés. On se retrouve toujours avec des gens pendus à nos basques comme ça, qui par jalousie, par besoin d'exister ou par travail effectif avec nos adversaires, tentent de nous salir. Mais vous savez, le bousier que vous essayez d'élever sous nos pas ne fait que nous faire monter. Et nous grandissons d'autant que vous essayez de nous diminuer. Comme disait le regretté Jean-Yann, s'il y avait un impôt sur la connerie, l'État s'autofinancerait. Voilà pour cette petite remise en place.